Bonsoir tout le monde. Donc moi, je m'appelle Nicolas Framont. Je suis un des rédacteurs en chef de Frustration Magazine. Ce soir, pour cette première table ronde, je suis avec Camille Lisop, qui est chroniqueuse à Frustration Magazine. On travaille ensemble depuis pas mal de temps maintenant. Et la dernière fois qu'on a fait une soirée de lancement, on a parlé de sport. On était des foufous, mais ce soir, on est revenu sur notre cœur de métier, à savoir la question de la lutte des classes et la question des classes sociales. En fait, la question des classes sociales, quelles sont ces classes-là? Comment on les délimite? Qui y appartient? Est-ce qu'on en fait partie? Qu'est-ce que ça implique de faire partie de telle autre classe? C'est une question qui revient tout le temps dans les messages qu'on reçoit, mais vraiment très régulièrement. Aussi, on l'avait cherché puisque pendant longtemps, on avait fait un test en ligne qui s'appelle « Êtes-vous un bourgeois ?» et ça a stressé énormément de monde. Alors pour l'instant, on l'a retiré, le temps de l'améliorer, parce que clairement, il y avait des gens qui nous envoyaient leurs résultats et comme si on leur avait annoncé une maladie grave. Et moi, ça m'arrive quand je suis à des événements que des gens viennent me voir à la fin avec un air vraiment sombre et me disent « Voilà, j'ai bien réfléchi et je crois que je suis une sous-bourgeoise ». Et moi, j'apporte ma bénédiction en disant « Va en paix, ce n'est pas grave ». Et je dis ça parce qu'en fait, voilà, pour introduire cette discussion sur les mots de la lutte des classes, avec Camille, on s'est dit, voilà, il faut sortir de cette vision individualiste. La question de savoir de quelle classe on fait partie, elle est intéressante, parce qu'effectivement, il faut savoir se situer, ça peut aider, parce que la bourgeoisie, elle, son intérêt, c'est d'invisibiliser précisément les classes sociales. Les bourgeois, les sociologues dominants, ils vont vous dire, mais non, il n'y a plus de classe sociale, ça c'était du temps de Zola. Maintenant, on est tous des citoyens, on est tous une classe moyenne, voilà. Bon, évidemment, c'est faux, mais c'est pas pour autant qu'il faut se torturer absolument pour savoir, voilà, quelle était ma classe sociale d'origine, quelle est ma classe sociale maintenant. Nous, voilà, on fait pas du développement personnel classiste, on cherche pas à ce qu'il y ait des bourgeois déconstruits, ou alors, s'il y a des bourgeois déconstruits, c'est des bourgeois qui se sont séparés de tout leur capital. Auquel cas, s'il y a des bourgeois qui veulent se déconstruire, déconstruisez-vous, donnez tout votre argent à Frustration Magazine, sans aucun droit de regard sur ce qu'on en fera. Voilà, ça c'est vraiment de la déconstruction et ça sera noble de votre part. Donc voilà, je voulais vraiment introduire ça en disant ça. Merci Camille d'être avec moi. On va faire le point sur plusieurs mots qui reviennent régulièrement dans le débat public, mais aussi dans les conversations quotidiennes ou sur les réseaux sociaux. Hein, les gens se traitent de bourgeois sur les réseaux sociaux, par exemple. Et on va essayer de remettre un petit peu de sens là-dedans. Alors, pas en donnant des définitions définitives, mais en voyant un petit peu comment on peut poser les choses. J'ai une sorte de Larsen dans mon son. Est-ce que vous m'entendez bien et que c'est pas désagréable ? Ok, c'est juste moi qui m'entends de façon désagréable. Formidable. Merci Camille. Du coup, on y va? Ouais, c'est parti. Désolé j'ai dit que je faisais ça en 30 secondes. Merci, c'était parfait. Nicolas, j'aimerais te poser une question. Tu es tout le temps en train de parler des bourgeois. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, alors, des gens pensent que c'est un peu une obsession, mais non. La catégorie de bourgeois, elle est intéressante, elle est importante. Encore une fois, pas tant pour savoir si on en est ou pas, parce que, spoiler alerte, selon nos critères, il y a peu de chances qu'il y ait des bourgeois dans cette salle. Encore une fois, si on a, n'hésitez pas à faire des dons. En fait, la bourgeoisie, il faut la connaître parce que c'est la classe dominante. Et la classe dominante, si on veut se battre, si on veut transformer la société, il faut identifier quelle est cette classe dominante, il faut la situer, il faut savoir où elle vit, il faut savoir comment elle vit, il faut savoir comment son pouvoir fonctionne, parce que c'est comme ça qu'on pourra la déjouer. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra faire une révolution sociale dans ce pays comme dans les autres. Et donc la question de ce qu'est la bourgeoisie, c'est une question qui nous occupe parce qu'en fait, il y a en permanence des tentatives pour, disons, pour noyer le poisson. Voilà, la bourgeoisie, c'est une classe qui a intérêt... Alors, il y a un paradoxe dans la classe bourgeoise, ça c'est les sociologues Michel et Monique Pinson-Charlot qui le montrent bien, c'est que la classe bourgeoise, c'est en fait la classe qui a la plus conscience d'elle-même. C'est-à-dire les bourgeois, ils ne laissent rien au hasard. Leurs enfants vont dans des soirées pour rencontrer des bourgeois. Ils font des grandes écoles où ils vont rencontrer d'autres bourgeois. Ils vont dans des écoles privées bien précises, où on entre par cooptation. Ils font des placements financiers, ils utilisent leur argent avec bien plus sans doute de tact que vous pouvez le faire avec votre livret A. Et donc, la bourgeoisie, elle est très consciente qu'elle est la bourgeoisie, elle est très consciente qu'elle est la classe dominante, elle est très consciente que son règne est injuste et elle est très flippée de se faire destituer. Et donc pour ça, elle fait un truc paradoxal, c'est qu'elle masque en permanence son existence en tant que classe sociale. Elle la masque aux autres, pas à elle-même et pas à ses membres. Donc c'est important d'identifier et c'est pour ça qu'on a à cœur
que ce terme soit utilisé. Et juste pour compléter sur ta question, par moment, avec frustration, quand on voit la façon dont le terme bourgeois est utilisé sur les réseaux sociaux, ça nous est arrivé avec Rob et tout de se dire « Oh mon Dieu, on a engendré un monstre », parce qu'en fait, ça y est, tout le monde se traite de bourgeois, les gens se rendent malheureux avec ça, donc peut-être qu'on n'a pas eu tort. Est-ce que le terme bourgeois, il est clair? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire classe capitaliste, qui dit un peu plus la question de la possession des moyens de production? C'est probable, mais voilà, ce qu'on voulait dire un peu, c'est qu'il y a une façon par moment d'utiliser bourgeois à tort et à travers, qui est un peu en gros quelqu'un qui est dominant par rapport à moi, y compris culturellement par exemple. Bah, nous, on a quand même une définition restrictive de la bourgeoisie qui est bien ceux qui possèdent les moyens de production au sein des rapports de production capitalistes, et ça c'est très important. Voilà. Il y a un autre terme qui a émergé et qu'on entend beaucoup, un acronyme, c'est CSP+. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? En fait, oui, CSP+, on l'a mis dans notre petite liste, toi et moi, parce que c'est vrai qu'en fait, ce terme-là, il est très utilisé, particulièrement à la télévision, à la radio, dans des productions intellectuelles, on va dire vite fait les CSP+. Et donc, on peut penser que CSP+, se confond avec classe dominante et que notre classe dominante, c'est les CSP+. Donc en fait, quand on parle des CSP+, c'est un terme sociologique issu de catégories de l'INSEE. Donc l'INSEE, l'Institut national des études statistiques, fait des catégories qui permettent de mesurer, de comprendre la société française. Et parmi ces catégories, il y en a une qui est la catégorie cadre et profession intellectuelle supérieure. Et quand on dit, donc qui représente en population générale à peu près 15% des gens, en comptant les retraités, et sur la population active davantage, parce que c'est une classe qui a plutôt tendance à s'étendre démographiquement, à s'étendre beaucoup. Et donc quand vous dites les CSP+, en fait, vous mettez cette catégorie-là, on dit parfois les cadres, et puis vous mettez aussi le patronat. Et donc à la fin, vous obtenez ce groupe qui, effectivement, dans les années 70, par exemple, était très dominant. Parce que, en fait, on était dans une société très industrielle où les cadres, le statut cadre, par exemple, c'était plutôt quelque chose d'assez exceptionnel, qui était lié à un fort niveau d'études. Et donc, en fait, oui, effectivement, être cadre dans les années 70 vous donnait vraiment du pouvoir sur la société. Et donc, on pouvait, à ce moment-là, se dire, est-ce que finalement, CSP+, c'est pas les bourgeois? Et nous, il y a quand même une chose qui nous tient à cœur à Frustration, c'est que là, les termes de la lutte des classes, on les réactualise en fonction de notre histoire sociale. Et il se trouve que dans un pays comme la France, qui est un des pays donneurs d'ordre de l'ordre capitaliste mondial, eh ben, il y a eu une tertiarisation de la société. Ça, vous avez tous appris ça en cours de géo ou trucs comme ça. Mais en fait, cette tertiarisation, elle est passée par une sous-traitance de toute une partie de notre production dans d'autres pays où les conditions étaient plus favorables aux capitalistes, où par exemple, il y avait des régimes autoritaires, où par exemple, il y avait des syndicats moins importants, des payes moins importantes. Et donc la France se retrouve un pays où il y a de plus en plus de cadres, mais ça ne veut pas dire que ces cadres sont de plus en plus dominants. Bien au contraire. En fait, il y a dans la société française, et c'est particulièrement vrai sur mes générations et celles d'en dessous, il y a une inflation de diplômes, ça tout le monde l'a vu, et cette inflation de diplômes ne rime pas avec plus de pouvoir dans les rapports de production, voire même moins. C'est-à-dire qu'un étudiant qui participait à mai 68, un étudiant de l'université publique, c'était effectivement quelqu'un qui faisait plutôt partie des catégories privilégiées. Un étudiant d'un UUT, d'une université publique en France actuelle, ne fait plutôt pas partie des catégories privilégiées. Il y a eu un déplacement, il y a eu une translation, et la bourgeoisie, elle s'est toujours tirée son épingle du jeu. Elle sait que quand l'université publique se démocratise, eh ben, il faut qu'elle envoie ses enfants à Polytechnique, à Sciences Po Paris, et pas à Sciences Po de province, etc., etc. Donc en fait, ce terme CSP+, je trouve qu'il vient noyer le poisson parce qu'il désigne en fait une catégorie bien trop large. Il a un prisme culturel, c'est-à-dire qu'on va désigner les dominants sous le plan de leurs compétences culturelles. Donc, par exemple, on va dire les diplômés. Bah oui, même les diplômés, quand vous avez presque la moitié d'une classe d'âge qui faisait des études supérieures, voire plus maintenant, bah en fait, ça veut plus dire les dominants. Et ça, c'est important de l'enregistrer parce que sinon, ça joue sur des ambiguïtés que aussi bien la droite et la gauche utilisent. La droite conservatrice et l'extrême droite, par exemple, elle va aller désigner un nouvel ennemi qui va être le bobo ou qui va être les diplômés urbains. Souvent, ils disent ça, les diplômés urbains. Et rendez-vous compte, en France, l'extrême majorité des gens sont urbains. Et sur les jeunes générations, la majorité des gens maintenant sont diplômés. Donc en fait, vous faites une catégorie qui permet des projections. Quand on dit diplômé urbain, on pense tous à quelqu'un quelque part, mais ça ne permet pas de saisir le réel, ça ne permet pas de cliver là où c'est intéressant pour nous de cliver. Par contre, pour la droite et l'extrême droite, ça leur permet de cliver là où c'est intéressant pour eux de cliver, à savoir les gens peu diplômés mais qui ont du bon sens, etc. et les diplômés qui sont des enfoirés de woke, qui sont obsédés par leur ouverture d'esprit. Et je suis sûr que vous êtes nombreux ce soir. Voilà. Merci Nicolas, mais alors qu'en est-il des classes moyennes? Alors, j'ai pas du tout regardé le temps, faudra qu'on vérifie.
En 2 minutes. Ok, parfait. Les classes moyennes en 2 minutes. Alors, on parlait des termes qui noient le débat public, qui nous empêchent de penser la lutte des classes. Le terme classe moyenne en fait partie. Alors, attention, en fait, moi, je trouve que c'est un terme dont je comprends tout à fait l'usage. Et moi-même, j'ai dû en faire usage. En fait, c'est facile de faire l'usage du terme de classe moyenne parce qu'en fait, on se définit comme moyen par rapport à ce qui nous entoure. Et donc, en fait, il y a de fortes chances qu'on soit entouré de gens un peu plus pauvres que nous, un peu plus riches que nous. C'est le cas d'à peu près tout le monde. Et c'est particulièrement le cas des gens aisés, qui, eux, ont souvent des gens bien plus riches qu'eux, parce que l'endroit où se concentrent les inégalités, c'est dans les 10% les plus riches. Eux, ils ont vraiment des rapports de compétition. Et comme en plus, ils sont dans une consommation ostentatoire, ils ont vite fait de se sentir pauvres. Et sur ce terme classe moyenne, pour vous dire à quel point il est flou, quand j'étais doctorant, j'avais participé à une enquête de la Sorbonne sur la perception des inégalités et des classes sociales. On demandait aux gens de se situer. Et en fait, c'était fou. Il y avait 30%, je me souviens de notre échantillon, des gens qui gagnaient de plus de 5 000 euros, qui se disaient classe moyenne inférieure. Donc vous voyez comment... Et donc, je me disais, oui, en fait, quand tu gagnes plus de 5 000 euros, il y a de fortes chances que tu fréquentes des gens qui en gagnent 10 000, 15 000, etc. Ce qui n'est pas notre cas. Quand on est sur des revenus pour le coût moyen autour de 2 000 euros, on a des gens qui sont plutôt proches. Donc, du coup, on a vite fait de se sentir le moyen inférieur de quelqu'un. Et donc, en fait, il faut voir que la classe moyenne, c'est pas tant une catégorie scientifique qu'un objectif politique. C'est vraiment le projet capitaliste. C'est cette idée qu'il va y avoir une grande classe moyenne et qu'on vivrait tous dans des banlieues pavillonnaires, qu'on aurait tous 2 maisons, qu'on aurait tous une déco particulière. Vous avez une page Instagram que j'aime bien qui s'appelle Middle Class Fancy. Donc c'est un peu les décos avec des inspirational quotes sur les murs de votre cuisine, etc. Ce mythe qu'en fait il y aurait une sorte de grande symbiose culturelle qui rassemblerait la majorité des gens, mais en fait ça n'existe pas. Et j'en veux pour preuve que là où ce mythe est le plus fort, c'est aux États-Unis. Or aux États-Unis, la distribution des revenus fait qu'il n'y a dans les faits pas de classe moyenne. Aux États-Unis, il y a une immense classe populaire qui est la majorité des gens, et il y a une extrême concentration des richesses en une minorité. Pour réussir à voir où est la classe moyenne aux États-Unis, il faut s'accrocher. Et finalement, il y a bien que dans les séries américaines et dans les fictions américaines qu'on ne voit qu'une sorte de classe moyenne. Toujours ce même quartier, avec ses pelouses, avec ce garage. Ça, on l'a. Elle est omniprésente. Mais en fait, c'est un projet politique. La classe moyenne, c'est une sorte de poudre aux yeux politique. Mais scientifiquement, ça vaut peanuts et ça vaut de moins en moins peanuts. C'est-à-dire qu'autant les sociologues qui affirmaient qu'il y aurait une grande classe moyenne en France, ils l'ont affirmé à la fin des années 80. Et leur prophétie ne s'est jamais accomplie. Et c'est l'inverse qui se passe en France comme ailleurs. Donc, faut évidemment énormément se méfier de ce terme-là qui nous empêche de cliver, qui nous empêche de penser à la fois ce qui nous unit, parce qu'en fait ce qui nous unit c'est plutôt, on va en parler après, le fait de faire partie par exemple d'une grande classe travailleuse ou d'une grande classe privée de ressources, et ça nous divise vis-à-vis de la bourgeoisie. Mais cette idée qu'il y aurait une sorte d'union des gens bien, des gens normaux, vous voyez derrière aussi le terme classe moyenne, il y a aussi cette dimension-là assez morale, ça c'est pas du tout une catégorie qui peut être utile selon moi pour nous. Est-ce que je peux te demander la différence entre petit bourgeois et sous-bourgeois ? Voilà, alors ça c'est des catégories qu'on a développées à Frustration, qui ont provoqué beaucoup d'angoisse chez nos lectrices et lecteurs. Donc voilà, quand vous vivez en région parisienne, il y a des chances que vous vous dites là, mais ça se trouve, je suis un sous-bourgeois. Alors, on va commencer par sans doute ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire des petits bourgeois. La petite bourgeoisie, c'est une catégorie politique sociologique théorisée depuis longtemps, notamment par les marxistes. Donc, c'est des propriétaires des moyens de production, mais qui ont une ampleur limitée. Donc, par exemple, le petit bourgeois, il va avoir une incidence sur la vie locale. Ça va être quelqu'un qui va être, vous voyez, c'est un peu le petit poisson, le gros poisson dans la petite mare ou le petit poisson dans la grande mare, bref. C'est quelqu'un qui localement va avoir du pouvoir parce que par exemple il va être profession libérale, il va être patron d'une petite ou d'une moyenne entreprise. Donc ça c'est la petite bourgeoisie et elle joue un rôle très important en France. La petite bourgeoisie c'est vraiment une classe très conservatrice et qui a un grand pouvoir d'influence localement. Quand vous êtes dans une petite ville, l'avis du banquier, l'avis de l'assureur en fait il compte parce que c'est quelqu'un qui voit beaucoup de gens, qui a une sorte de stature, qui est admiré. Donc en fait quand il dit faut faire ci ou faut faire ça, les gens le suivent. Et la politique locale le plus souvent est très trustée par la petite bourgeoisie. Donc ça, la petite bourgeoisie, elle a une dimension économique. C'est vraiment la bourgeoisie, c'est les mêmes mécanismes mais en petit. Puis ensuite, vous avez la sous-bourgeoisie. Alors là, c'est une catégorie un peu plus hybride qu'on a un peu tenté de renouveler parce qu'il y a d'autres façons. Il y a des sociologues qui l'appellent autrement, qui disent la classe intermédiaire, la classe d'encadrement capitaliste, dit Alain Beer. Et nous, on disait sous-bourgeoisie parce que moi, je voulais pas que cette classe, elle se valorise trop non plus. Donc c'est un peu sous-bourgeoisie. C'est une classe qui a une action idéologique d'encadrement, effectivement. Donc dans le monde des entreprises, ça va être les cadres supérieurs, par exemple. Ça va être les DRH, ça va être les directrices, directeurs financiers qui vont être ceux
qui vont tout donner pour que les actionnaires se gavent et qui vont le justifier avec des PowerPoint de la pire manière et avec l'aide de cabinets de conseil. Donc là, vous voyez bien ce qui est vraiment la sous-bourgeoisie. Et c'est des gens, ils vont en tirer du prestige, ils vont en tirer des revenus, hein, évidemment. Mais pour autant, ils vont pas forcément être propriétaires, ils vont pas forcément être coactionnaires, par exemple. Puis à l'échelle de la société dans son ensemble, c'est tous ces gens qui, par leur position, notamment culturelle, qui font que c'est des gens qui vont être écoutés parce qu'ils appartiennent au bon réseau. Ça va être les grands journalistes, ça va être les intellectuels de cours, ça va être genre Raphaël Enthoven, ça va être aussi, je pense qu'on voit la sous-bourgeoisie depuis 2 ans sur tous ces gens qui sont des soi-disant des intellectuels de haut niveau et qui défendent un génocide à Gaza, par exemple. Ça c'est la bourgeoisie française qui se vautre dans l'apologie de crimes de l'humanité. Faut quand même avoir ça en tête parce qu'ils ont un intérêt personnel, de proximité parfois familiale à défendre un système colonial qu'Israël représente pour eux et pour la bourgeoisie française. Donc voilà, ça c'est la sous-bourgeoisie. Et pareil en fait, c'est pas parce que vous êtes graphiste que vous faites partie de la sous-bourgeoisie. Quand bien même on est tous pris dans la toile capitaliste, hein. Tous à un moment donné ou à un autre, on a contribué à ça. C'est le principe du capitalisme. On nous fait collaborer à cet ordre injuste et on nous vole là-dessus. Ça veut pas dire qu'on en est responsable et qu'on en est coupable. Et c'est important aussi de ne pas prendre ces stigmates-là pour soi et de bien les attribuer à des personnes dont il est important de pouvoir les combattre à juste titre. Parce que si vous voulez, si on se traite tous de sous-bourgeois, de petits bourgeois, on peut le faire. Nous, on nous traite tout le temps de petits bourgeois, etc. Parce qu'on porte telle fringue, etc. Du coup, très bien, réglons nos comptes entre nous, continuons de nous entrebouffer en utilisant des catégories qui normalement sont attribuées aux puissants. Mais pendant ce temps, Rodolphe Saadé, du haut de la tour CMA-CGM à Marseille, il est très content. Il utilise Brut, son nouveau média, son nouveau petit joujou, comme vraiment un appareil de propagande éhonté du macronisme. Il a BFM TV. Il est très content qu'on continue à s'entrebouffer en se traitant de petits bourgeois. Donc ne lui faisons pas ce plaisir et traitons, ou en tout cas appelons les dominants par leur nom et nous essayons de nous unir, quoi. Oh. Et donc c'est à moi. Hein? Non, mais Non, je veux te lancer. Donc en fait, là, on a fait le sommet de la société. C'est presque le plus facile. Et Camille, moi, j'avais des questions à te poser sur des choses sur lesquelles tu as travaillé dans l'article que tu as fait sur les mots de la lutte des classes. Mais cette fois-ci, cette espèce de malaise, en fait, pour désigner les, on ne sait pas, classes populaires, etc. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu travailler là-dessus? Ouais, exactement. Je suis partie d'un malaise que j'observais la plupart du temps quand j'entendais des personnes autour de moi. Et moi-même, parfois, je cherchais un peu mes mots quand je voulais parler de les personnes dominées socialement. Et donc, je me suis intéressée à la façon dont on désigne les personnes les plus dominées d'un point de vue économique, culturel, social, les personnes dominées politiquement. Je me suis aperçue que la plupart du vocabulaire qui revenait le plus souvent était généralement complètement codé par la bourgeoisie. Et donc qu'il était essentiel de regarder ça de plus près, au risque de devenir à notre tour des courroies de transmission des valeurs bourgeoises en reprenant des expressions qu'on n'avait pas forcément questionnées et sans s'apercevoir que ces termes qu'on a employés étaient eux-mêmes des courroies de transmission de cette idéologie bourgeoise, d'une lecture bourgeoise de la société. Donc c'est pas le cas c'est pas l'objectif de devenir nous-mêmes ces courroies de transmission. Et cette attention, du coup, elle est très importante. Il y a l'autrice Rose Lamy, elle l'a très bien montré. Elle a montré la façon dont la bourgeoisie sature tout particulièrement le discours sur les classes qui sont dominées. Et du coup, j'ai cherché à faire un petit tour d'horizon pour examiner les mots qui revenaient le plus souvent. Et je me suis aperçue qu'il y avait 2 grandes tendances qu'on pouvait distinguer quand j'ai rassemblé tout ce petit lexique. Ces 2 tendances, en réalité, elles ont déjà été décrites par 2 sociologues qui s'appellent Jean-Claude Passeron et Claude Grignon dans un ouvrage qui s'appelle Le savant et le populaire. Et ces 2 tendances, c'est la tendance populiste et la tendance misérabiliste. Ma préférée, c'est la tendance populiste, parce que c'est la plus drôle. En gros, c'est une posture qui vient fantasmer complètement les classes dominées, qui ne les connaît pas très bien généralement, et qui vient les célébrer en leur attribuant des caractéristiques assez exceptionnelles, qui vient célébrer leur authenticité, leur courage, leur solidarité, et généralement, qui vient célébrer en fait des choses qui n'ont à peu près rien à voir avec les conditions matérielles de l'existence, quoi. Ça va vraiment toucher des choses immatérielles, ça va être
le charme de cette vie un peu bohème, dans ces petits espaces. Voilà, donc c'est vraiment cette posture qui vient fantasmer et idéaliser un peu ces conditions de vie et du coup euphémiser complètement la réalité que ces personnes vivent et nier les rapports de force qui structurent notre société. Je trouve que cette tendance, elle est particulièrement présente dans le monde du travail. Il y a 2 exemples que j'aime bien qui montrent ça. Il y en a un, vous avez sans doute remarqué qu'on parle plus de salariés, on parle de collaborateurs et de collaboratrices. Donc ça, c'est vraiment une façon assez évidente de nier le lien de subordination. Et un autre exemple moi, qui m'a sauté aux yeux pendant les JO, qui est le fait de parler de volontaires plutôt que de bénévoles. Ça, je trouve ça trop marrant parce que vraiment, ça respire la culpabilité, la justification, quoi. Vraiment, genre, non mais c'est eux qui veulent, c'est pas nous qui les forçons. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti récemment de la sociologue Maud Simonet là-dessus, qui s'appelle Involontaire au JO, enfin avec le IN entre parenthèses, volontaire ou involontaire au JO, et qui revient sur cette institutionnalisation du travail gratuit, qui évidemment n'a pas intérêt à ce qu'on appelle travail, quoi. Ça, c'est pour la tendance populiste, donc qui vient toujours euphémiser la violence sociale. Ensuite, il y a la tendance misérabiliste. Alors, la tendance misérabiliste, elle vient décrire les classes dominées uniquement par le prisme du manque, en montrant ce que ces personnes n'ont pas, ne sont pas, n'auront jamais. Et du coup, au contraire de la première tendance, là, c'est une posture qui vient, là où dans un premier cas, on vient ajouter du folklore, ajouter quelque chose un peu sympathique, esthétique, voire un peu poétique. Là, au contraire, là, c'est vraiment l'inverse. Par contre, ça a un avantage, c'est que dans cette posture, on reconnaît la violence sociale. Le problème, c'est que cette posture-là, telle qu'elle est décrite donc par les 2 sociologues dont je vous parlais, en fait, elle s'en tient à un triste constat, presque une lamentation, qui est souvent fataliste, parfois culpabilisante, on va voir quelques exemples, et qui laisse pas du tout la place à une réflexion sur les causes, sur pourquoi on en est arrivé là. Et du coup, qui a tendance à justifier en fait la situation, soit parce que, en invoquant une espèce de manque de motivation, les personnes se lèvent pas assez tôt et jouent pas assez bien au jeu de la méritocratie, soit en invoquant une espèce de fatalité. Ça, c'est quelque chose que tu avais déjà relevé, Nicolas, et c'est un exemple que j'aime bien. C'est en gros quand on entend dire, par exemple, voilà ce fléau de la pauvreté qui malheureusement touche de plus en plus de personnes chaque année. En fait, on a un discours comme ça qui, c'est comme si on parlait d'un événement météorologique, quoi. Enfin, vraiment la précarité qui s'abat sur la France sans que personne ne sache pourquoi, et on se trouve vraiment bien démunis, quoi. Voilà pour les 2 tendances. Bah oui, et du coup, je voulais te lancer sur certains termes qu'on avait relevés. Alors, comment on parle des gens? Alors, tu vois, même moi, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont modestes? Il y a des gens modestes. Ouais, les gens modestes, les revenus modestes, c'est quelque chose qu'on entend quand même... Enfin, moi, en tout cas, je l'entends souvent, cette expression. Et du coup, là, on est complètement dans la posture populiste. En fait... On est en train de conférer à des populations socialement dominées des attributs très particulièrement positifs, des qualités, la modestie. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la modestie, ça n'a pas de rapport avec les conditions de vie des personnes. Ça a un rapport avec le rapport que ces personnes entretiennent avec leurs conditions. Donc, en fait, moi, je trouve que cette expression, elle participe de ce que Rose Lamy appelle la figure du bon pauvre. C'est-à-dire qu'on va valoriser, en fait, ces personnes presque pour leur capacité à vivre leur situation de domination, parce que voilà, c'est des personnes qui font pas d'histoire, qui vont pas se plaindre, et du coup la principale fonction de cette expression pour moi, c'est encore une fois de pacifier un peu les choses, de désamorcer d'éventuelles revendications. Et tu vois, il y a un terme qui est utilisé, alors aussi bien en sociologie dans le monde intellectuel, mais aussi à gauche, c'est la classe populaire ou les classes populaires, histoire d'être encore plus flou. Ce terme, il nous a toujours posé un petit peu problème, et toi, t'es revenu là-dessus. Pourquoi il te pose problème? Oui, populaire, en effet, c'est une catégorie qui est pas très claire, un peu indéfinie, un peu large,
Et dans un livre que tu as écrit avec Céline Derkaoui qui s'appelle La guerre des mots, vous en parlez. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous montrez que c'est un terme qui s'est généralisé beaucoup dans les années 2010 et qui a remplacé des termes comme peuple ou ouvrier. Vous dites carrément, parler des classes populaires a permis de cesser de parler de la classe ouvrière. Pour moi, en fait, cette expression, elle permet de déplacer le curseur vers une approche plus qui s'intéresse aux pratiques culturelles, à un mode de vie, et donc de se détourner un petit peu des questions de lutte des classes ou de domination, d'exploitation au travail. Moi, ce que je trouve aussi super intéressant avec ce terme, c'est qu'il est extrêmement ambigu parce que très polysémique. En fait, populaire, ça veut dire littéralement tout et son contraire. Populaire, ça veut dire ce qui émane du peuple ou ce qui a à voir avec le peuple. Donc, par exemple, une insurrection populaire ou bien une expression populaire. Mais ça veut aussi dire ce qui plaît au plus grand nombre. Donc, une mesure populaire ou bien juste être populaire. Et enfin, ça veut aussi dire la pauvreté économique et la vie matériellement contrainte. Moi, je trouve ça trop marrant de voir qu'un terme veut dire tout ça à la fois. Et je pense que c'est d'une part sa force quand même, parce que c'est ça qui fait que, par exemple, quand on dit le Front populaire, ça permet à la fois de donner cette idée d'un mouvement qui défend les droits des travailleurs et des travailleuses, et en même temps, l'idée d'un engouement et la légitimité par le nombre. Mais c'est aussi, du coup, ce qui rend ce terme très très pratique pour éviter de nommer les rapports de domination, en fait, pour noyer un peu le poisson, comme tu disais, parmi des caractéristiques plus positives. C'est ça qui fait que, par exemple, quand on parle des quartiers populaires, on dit à la fois le manque de moyens, la pauvreté économique, des logements insalubres, et à la fois un truc un peu sympa, un peu désirable, quoi. Après, c'est pop, quoi. Voilà, c'est pop. C'est pop. Il y a la pop culture aussi. La pop culture, ça cristallise aussi cette ambiguïté entre ce qui est répandu, ce qui est courant, ce qui est désirable, et ce qui est quand même un peu socialement inférieur, parce que la culture légitime, elle n'a pas besoin de se justifier. C'est la culture tout court. Il n'y a pas besoin de préciser que c'est la pop culture. Oui, tu as aussi traité du terme de bohème. Ouais. Non, tu voulais pas que j'en parle ? Si, grave. Ok. À fond, j'adore. Ouf, je savais pas si mon document était à jour. Si, la bohème, c'est trop marrant aussi comme expression, parce que c'est un mot qui a une histoire qui fait référence au départ à une région qui correspond à l'actuelle République tchèque, qui ensuite a été un mouvement, qui a été utilisé pour désigner les personnes roms et qui a été aussi un mouvement artistique et littéraire au 19e siècle. Et c'est devenu un peu un style. Bohème, c'est un style qui se caractérise par une espèce de simplicité raffinée, un peu l'idée de la sobriété heureuse. Et c'est déjà ce style bohème, il est quand même bien incarné par la fameuse chanson de Aznavour. Alors, je l'adore cette chanson, mais par contre, il va très très loin. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez un peu des paroles, on est carrément dans l'esthétisation de la précarité, quoi. Vraiment dans la romantisation de la pauvreté. En gros, il dit, on crevait la dalle, mais on était heureux. Ça va 2 minutes, ce discours, quand même. Et ensuite, bohème, ça a donné bourgeois bohème. C'est un terme qui date de 2000, qui n'a aucun fondement sociologique ou scientifique, mais par contre, qui est pris assez au sérieux, qui est très répandu. Et bourgeois bohème, moi, je pense que c'est le but, en tout cas, une des fonctions pour moi de cette expression, c'est d'introduire une espèce de distinction entre un peu le hard bourgeois et le soft bourgeois, un peu le gentil bourgeois et le méchant bourgeois. Donc, alors j'ai découvert qu'il y a une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est il y a les bobos et il y a aussi les bourbours. C'est les bourgeois bourrins. J'ai vu ça passer ça dans Marianne. Je dis pas Marianne, mais j'ai vu passer. Je dis Marianne. Les bourbours, c'est les bourgeois bourrins. En fait, c'est ceux qui roulent en SUV en ville, qui mangent beaucoup de viande, qui vont pas remettre en question leurs pratiques culturelles, contrairement aux bobos qui mangent des légumes et qui roulent à vélo. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, là, le curseur, une fois de plus, il est vraiment mis sur des pratiques culturelles, sur un mode de vie, sur un style, presque sur une esthétique, et pas du tout sur quelle est ta place dans l'appareil de production, quelle est ta place dans les rapports d'exploitation au travail. Voilà ce que j'avais à en dire. Ouais, tu sais, cette histoire de bourbourg, ça me fait penser, on a parlé de Marianne, il y avait un article de Marianne qui m'avait fait mourir de rire. Ils avaient fait sérieusement un reportage, le titre c'était « Ces bourgeois qui disent voilà ». Et en fait, si tu veux, c'était là, la catégorie bourgeois, elle était utilisée n'importe comment. En gros, ils disaient, on est allé devant Sciences Po Paris et on a écouté comment les jeunes diplômés y parlent et ils disent wesh. Voilà, c'est de l'investigation, Marianne. Et juste pour rebondir, mais du coup, je trouve qu'il y a vraiment un truc
en fait, de donner un côté, dans le bobo, le bourgeois bohème, une idée de donner un côté très inoffensif, en fait, aux bourgeois. Et je voulais juste dire, en fait, je sais pas si je peux me permettre de donner un conseil, mais je dirais quand même, n'oublions pas, dans capitalisme vert, le mot qui est important, c'est capitalisme. N'oublions pas que dans bourgeois bohème, il y a bourgeois, quoi. Ouais, sage précaution. Il y a un terme que tu traites aussi, c'est prioritaire, un peu pour parler des quartiers prioritaires. Là, on sort, on devient plus spécifique. Ouais, prioritaire, c'est un terme que j'aime bien aussi. C'est un terme qui est plus administratif. Donc, on parle de quartier prioritaire dans le cadre de la politique de la ville, donc un dispositif de politique publique qui réunit des zones urbaines particulièrement pauvres pour mettre en place des dispositifs qui ont vocation a priori à réduire les inégalités territoriales. Donc on parle de ces quartiers comme les QPV, donc quartiers politiques de la ville, ou quartiers prioritaires. Et moi je trouve que c'est complètement tordu de dire quartier prioritaire, je trouve ça vraiment... au mieux ironique, au pire presque pervers, parce que, bon, au premier abord, oui, personne va s'opposer à cette intention de faire de ces quartiers une priorité, évidemment. Sauf que dans les faits, ce qui a été montré, et dans l'article, je fais notamment référence à un sociologue qui est spécialiste de la question, qui s'appelle Renaud Epstein, c'est qu'en fait, les résultats ne suivent absolument pas, parce que les financements qui sont attribués au titre de la politique de la ville ne suffisent pas du tout à compenser les inégalités initialement présentes. Et donc, pour moi, c'est une expression, en fait, qui montre que l'action publique, malgré la politique de la ville, reste discriminatoire et que les territoires concernés restent moins dotés. Je trouve que cette expression, elle est culpabilisante parce que, en fait, derrière, il y a un peu l'idée de, vous êtes notre priorité, donc si avec tout ce qu'on fait, ça va toujours pas, l'État peut plus rien pour vous, quoi, on est désolé. Et je trouve que c'est un peu la même logique qu'il y a dans bénéficiaires. Quand on dit les bénéficiaires, par exemple, des allocations, certes, littéralement, c'est des personnes qui, par exemple, bénéficient du RSA. Mais est-ce bien raisonnable de les identifier en faisant, de les définir en fait par cette posture de bénéficiaire, avec cette idée du bénéfice qui me paraît complètement déplacée quand on sait de qui il s'agit et que c'est les personnes les plus en difficulté. Donc pour moi, c'est vraiment une rhétorique qui est déresponsabilisante, culpabilisante et qui vient en fait structurer le discours de l'assistanat. Et on rappellera que les plus gros assistés de France, c'est les actionnaires des entreprises privées. On est à plus de 200 milliards d'aides publiques, d'exonérations, d'impôts, de cotisations. C'est le premier poste de dépenses de l'État. Le premier poste de dépenses de l'État sert à aider les entreprises à payer moins d'impôts et moins de cotisations sociales et à les subventionner. Donc, les plus gros bénéficiaires, c'est toujours et encore les actionnaires. C'est important de le redire. Bon, mais Camille... Maintenant, la question, c'est que nous, dans notre travail, qu'est-ce qu'on peut faire, quel terme on peut utiliser? Parce qu'en fait, et nous et vous, enfin voilà, dans nos conversations quotidiennes, parce qu'à la fois, je disais, il faut nommer la classe dominante, puis il faut se nommer nous-mêmes. Comment on s'y prend? Je vous invite à acheter le numéro de Frustration Magazine pour en savoir plus. En tout cas, on peut peut-être terminer en se rappelant que pour démanteler la violence sociale, il faut être capable de la nommer. Il y a aussi un phénomène dont on n'a pas parlé, c'est l'ellipse, donc ne pas dire. Donc par exemple, quand on dit les quartiers, quel quartier? Je pense qu'on a en droit d'exiger de la bourgeoisie qu'elle termine sa phrase, qu'elle nous dise de quoi il s'agit. Et du coup, on a surtout intérêt à essayer en fait de rompre avec les deux tendances qu'on a présentées tout à l'heure et de chercher à la fois à dire la réalité de la violence sociale sans tomber dans le misérabilisme et à la fois montrer la puissance des groupes sociaux qui sont dominés sans non plus les héroïser outre mesure. Je trouve que force ouvrière, ça reste une formule à laquelle se référer qui est intéressante pour ça et que du coup, ce qu'on a à chercher, c'est des formules qui soient mobilisatrices, qui rendent visibles les responsables, qui mettent le doigt sur le caractère contingent, contrairement à la fatalité dont on parlait tout à l'heure, le caractère contingent et systémique des dominations, qui nous fassent sentir légitimes et qui nous aident à renouer avec la puissance et la fierté. Bravo, merci Camille, c'est carrément ça le programme. On va laisser la place à la table suivante. Je voulais juste dire moi un petit mot sur un truc dont on n'a pas parlé. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, pour nous remercier, pour nous dire quel effet les articles leur ont fait, quel effet les vidéos leur ont fait. Sachez que ça nous porte beaucoup. Et voilà, j'avais pas l'occasion de le dire, mais moi personnellement, c'est vraiment un des trucs qui me fait lever le matin. Maintenant, on est beaucoup plus organisé pour répondre aux mails en plus, donc il y a vraiment des chances que maintenant on réponde à tout le monde. Et ça nous réjouit vraiment d'avoir de vos nouvelles, que vous nous racontiez que vous avez démissionné après avoir lu un article sur la lutte des classes au travail. C'est toujours un plaisir. Merci.